Est-ce que c'est moi ou je trouve quand même que le nouveau Candyman ressemble vachement à Francky Vincent? Bonjour à tous, il va être question de Candyman réalisé par Nia DaCosta. Say his name. L'histoire Anthony McCoy, artiste en panne d'inspiration, vit à Chicago avec sa femme Brianna, directrice d'une galerie d'art. Vivant dans un appartement luxueux, Anthony découvre qu'il a été construit sur les épaves de Cabrini Green, l'une des cités les plus insalubres de la ville, terrorisée à une époque par une histoire de croque-mitaine. Désirant relancer sa carrière, le jeune artiste commence à se saisir de ses recherches pour découvrir la légende de Candyman et s'en inspirer pour ses tableaux. Cependant, cela va faire ressurgir son passé trouble à mesure que des meurtres sanglants vont s'accumuler autour de lui. Adaptation de la nouvelle The Forbidden de Clive Barker, Candyman, sorti en 1992 et réalisé par Bernard Rose, était un cas un petit peu à part dans le domaine de l'horreur durant les années 90. Se situant entre des suites de franchises interminables et une horreur un peu trop grand public vers la fin de la décennie, le film transcendait son côté slasher par un mal-être d'une Amérique profonde qui se dévorait d'elle-même. Candyman a cependant subi le même problème que beaucoup de classiques avant lui, à savoir l'appel des studios à vouloir prolonger la mythologie, avec deux suites pas vraiment recommandables ne retrouvant jamais la poésie macabre du film original. Mais à Hollywood, on aime bien explorer le moindre fond de caisse pour déterrer des franchises qui n'en avaient pas forcément besoin. Et c'est donc avec beaucoup d'appréhension et de doute qu'on se retrouve cette année avec le retour du boogeyman afro-américain au crochet, à qui l'on ne doit pas prononcer son nom 5 fois devant un miroir, sous peine d'un tranchage de gorge de la plus méchante façon qui soit. C'était sans compter sur la présence de Jordan Peele, Spike Lee des temps modernes et figure principale de l'horreur américaine ancrée dans les conflits raciaux et les tensions sociales du pays, de se réapproprier le mythe tout en laissant le soin de laisser la réalisation à sa jeune protégée Nia DaCosta, dont c'est le deuxième film après l'intéressant Little Woods, et sa carrière risque de monter puisqu'elle est annoncée à mettre en scène le 31e film du MCU, The Marvels, suite de Captain Marvel qui devrait sortir en 2022. Si elle n'emprunte pas entièrement l'aspect suite du film de Bernard Rose, Nia DaCosta reprend certains éléments qui étaient prévus sur une séquelle que le réalisateur de Paperboy devait mettre en scène, se concentrant notamment sur le personnage de Helen Lyle interprété par Virginia Madsen. La réalisatrice prend une autre direction en situant l'histoire à l'époque actuelle, tout en accentuant la notion d'héritage sur la légende urbaine qu'est Candyman. Était venue aussi la question de la nature du film. Est-ce que c'était un remake? Pas vraiment. Un reboot? Dans une certaine mesure, oui, puisqu'il est question que quelqu'un reprenne le flambeau du tueur au crochet, mais suite, assurément. Candyman QV 2021 vise les mêmes effets tout en cherchant sa propre esthétique et ça se voit dès le générique d'ouverture. Se présentant comme une inversion ou plutôt comme un effet miroir au film original. Dans le film de 92, celui-ci se présentait en travelling en plongée, perdant le spectateur sur les nombreuses routes de Chicago, arpenté par une circulation en continu comme si un monstre géant engluait ses habitants. Dans la nouvelle version, Nia DaCosta propose aussi un travelling mais vers le ciel où on est littéralement écrasé par la nouvelle architecture qui a remplacé l'ancien quartier. Filmé comme un labyrinthe brumeux s'accaparant à sa filiation narrative et visuelle du film de 1992 et de fait ne prenant pas en compte les autres suites, ce qui en soi n'est pas plus mal. Mais là où dans le film de 92, Helen sortait victorieuse de son affrontement contre Candyman tout en malheureusement sortant brûlée vive du bâtiment en flammes, pour devenir une nouvelle incarnation d'une légende urbaine, presque 30 ans après, Anthony décide de mettre en image par ses peintures le passé sanglant du quartier, un concept fort qui permet en son sens de garder la colère et la violence faite à sa communauté à une certaine époque. Je pense en particulier à la scène d'exposition où en fait il y expose une de ses œuvres et en fait tu as un miroir. Tu ouvres le miroir et tu as sa peinture à l'intérieur, posant un point de vue qui, plutôt que de répéter mécaniquement les codes ultra éculés du genre le racisme c'est pas bien, la thématique principale prolonge les idées posées dans le film de Bernard Rose, à travers un endroit devenu hanté par le fantôme de la ville et dont les secrets ne demandent qu'à être dévoilés. Un déni de mémoire qui met en parallèle le personnage de Anthony, superbement interprété par Yahya Abdul-Mateen II, s'affichant dans un milieu artistique majoritairement blanc. Le personnage va en quelque sorte oublier ce qu'il a été, se caractérisant par une métamorphose physique suite à la piqûre d'abeille qu'il a reçue, gangrénant son bras droit là où le crochet de Candyman est présent. Vous voyez où je veux en venir? Car tu te rends compte qu'au fil de l'histoire que le lien entre Anthony et Candyman n'est pas anodin et là, gros spoiler. Pour ceux qui se souviennent dans le film original, Helen était poursuivie par les soi-disant meurtres qu'elle avait commises alors qu'on sait très bien qui c'était, mais également pour une histoire d'enlèvement qu'en fait Candyman voulait utiliser pour, si je me souviens bien, se réincarner en lui. Et il se trouve que le bébé en question, je vous le donne en mille, c'est Anthony. Et sur ça, la bonne idée de la cinéaste, c'est d'embrasser littéralement le mythe pour mieux le réinventer ensuite. Une envie de prolonger l'aspect générationnel, car outre le premier Candyman, Daniel Robitaille,
Tony Todd qui reprend son rôle malgré les années et malgré les rides, tu te rends compte qu'il y a eu d'autres Candyman qui sont venus après et qui ont essayé de perpétrer son héritage, dont un est vraiment, c'est pas méchant, mais quand je l'ai vu, j'avais l'impression de voir Francky Vincent et pour moi ça désamorçait un petit peu la peur. T'as l'impression qu'au lieu de donner son zizi, il donnait des bonbons quoi. Sérieux, ça vraiment c'était le gros point. C'est vraiment pour moi le gros point faible du film, c'est que le Candyman qu'on te montre un petit peu dans le film ne fait pas peur du tout et il a ce sourire, tu sais, mais vraiment t'as l'impression qu'il va te chanter du zouk, tu vois, et ça, j'avais du mal à le prendre au sérieux personnellement. Malgré tout, certaines scènes de meurtre marchent très bien, notamment la scène dans l'exposition ou encore celle dans les toilettes, qui joue beaucoup sur l'utilisation de son décor et sur la suggestion, même si le film reste malgré tout très gore. Cela dit, sur ça, le film tombe justement trop facilement sur le côté slasher basique, sur en plus des personnages dont tu t'en fous royalement. Là où dans le film original, les meurtres étaient liés à la possible folie du personnage de Helen. Au niveau de la musique, s'il n'a pas le génie de Philip Glass, Robert Lowe se réapproprie parfaitement le thème principal lors des moments où l'affiliation avec le film original se confirme, tout en prolongeant l'esprit de son modèle avec des motifs sonores et des ruptures de rythme, accentuant l'ambiance pesante du long métrage. En termes d'approche visuelle, je parlais du générique, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comment sont narrées l'historique des légendes urbaines, que ce soit sur l'histoire d'Hélène qui a été légèrement changée, rejetant par le fait qu'elle avait pété un câble et qu'elle avait tué tout le monde alors qu'on sait très bien que c'était pas vrai, et bien sûr les origines du Candyman, et sur ça la thématique de l'artiste prend tout son sens avec une esthétique de marionnette en papier, évoquant une poésie urbaine dans une quête anthropologique aussi bien sur le passé de Cabrini Green, mais également dans celui de Anthony. Un discours social et pertinent sur la non-pensée horrifique qui reste enfoui en chacun de nous. Par contre, dommage que la deuxième partie ne soit pas à la hauteur, car déjà le film est très court, à peine 1h30, donc déjà si t'enlèves le générique de fin, finalement il reste pas beaucoup. Car au moment où le film commence à poser ses enjeux après avoir posé les bases, tu te rends compte que 1 heure est déjà passée et tu dis, en fait mec, il te reste 20 minutes pour finir ton arc. Personnellement, 20 minutes en plus n'aurait pas été de trop pour pousser plus loin la réflexion philosophique du boogeyman. Et puis ce qui m'a dérangé, c'est la fin. T'as le personnage de William Burke, qui est un mec du quartier qui a fait découvrir à Anthony la légende de Candyman. À la fin, il lui coupe la main pour lui mettre le crochet. Ok, la grosse symbolique, je comprends parfaitement. T'as Brianna qui s'était fait capturer, elle réussit à s'échapper et elle se fait poursuivre par William. Elle réussit à le buter en enchaînant les coups de couteau et tu dis, c'est pas un boogeyman, il va pas se relever. Au moins, tu vas aller dans le trash, tu aurais pu au moins nous montrer les coups de couteau sur le corps. Mais bon, passons. Et puis t'as le retournement final où t'as les flics, tous blancs, qui butent Anthony. Brianna se retrouve dans la voiture de police et on lui dit de coopérer, sinon elle est dans la merde. À ce moment-là, il y a le rétro, elle dit 5 fois Candyman et t'as un gros massacre. Sauf que c'est tellement gratuit et grossier. Je veux bien que tu veux politiser ton projet en faisant de Candyman une figure iconique du mouvement Black Lives Matter. Sachant que le film a été tourné quelques semaines seulement après le meurtre de George Floyd. Sauf que politiser l'horreur, c'est une chose. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Moi, ça me fait toujours marrer les gens qui commencent à regarder des films d'horreur ces 10 dernières années et qui se disent « Ouais, en fait, l'horreur, c'est vachement politique ». Ça a toujours été là. Mais la démarche ne doit pas être putassière sur un sujet brûlant. Travestir les systématiques violences policières du mal par le mal en faisant de Candyman une sorte de super-héros qui combat les inégalités sociales et raciales, ça va à l'encontre du personnage. Sachant que je rappelle dans les films précédents que Candyman, ça ne le dérangeait pas de trucider des Afro-Américains. La mise en avant aurait dû être beaucoup plus subtile. Là, c'est opportuniste et fait perdre au boogeyman sa dimension grotesque et son ambiguïté sur ses intentions. Vous direz les derniers films de Spike Lee où t'as l'impression que comme il a plus rien à dire, il se contente juste de dire les noirs c'est les gentils, les blancs c'est des enculés. D'ailleurs dans le film, pratiquement tous les blancs sont des connards. C'est comme les films féministes ratés, parce qu'il y en a qui sont bien, où t'as les réalisateurs qui loupent leur sujet et te montrent que les femmes, c'est les gentils. Même quand elles font une connerie, elles se remettent jamais en question. Par contre, les hommes, on est tous des enculés. Même le mec le plus doux, l'homme parfait, il te fait un truc qui ne va pas, c'est bon, c'est la fin du monde. C'est ultra basique et bateau comme discours. Ce nouveau Candyman n'est pas mauvais, mais il se révèle beaucoup plus explicite et incriminant. Là où le film de Bernard Rose savait brillamment doser ses thématiques sans tomber dans les artifices grossiers. Franchement, c'est pas un mauvais film, mais le résultat est quand même très mitigé pour moi. En conclusion, ce Candyman QV 2021 est, et on va être assez d'accord, la meilleure suite au film original, ce qui, vous allez me dire, est pas difficile, mais surtout grâce au talent de sa cinéaste, permet de ne pas être une suite inutile et d'avoir une personnalité, là où d'autres sagas se contentent de recycler les codes ultra éculés que les fans attendent. Nia DaCosta s'inscrit avec fidélité dans la mythologie de Clive Barker, tout en prolongeant son discours sociétal sur l'explosion des classes par une mise en scène inspirée et élégante sur le choix des cadres et le travail des couleurs,
en lien avec le passé du personnage principal. Reste que cette suite spirituelle n'assume pas la symbolique de son monstre pour traduire une violence raciste qui clairement est mal intégrée, torché à la truelle au moment où les enjeux doivent transcender la dénonciation du malaise afro-américain, mais de façon plus intelligente pour ne pas se retourner contre lui. Ce que le film fait involontairement sans s'en rendre compte. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.